Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bon anniversaire à vous. Merci Valérie, je suis Très content. bon anniversaire. Je suis content qu'on parle d'AVC de Christian Cardiac pour mon anniversaire. Oui, mais c'est un joli cadeau. Non, mais on va surtout parler cocaïne, amphétamine et autres substances. Dans C'est quoi le problème avec vous, Félix Mathieu? La semaine dernière, on a parlé, il y a une dizaine de jours, on a parlé des saisies de drogue, de consommation en augmentation. Et j'ai voulu qu'on invite ce matin le professeur Pierre Amarenko, neurologue, qui est spécialiste de l'AVC. Bonjour, professeur Amarenko. Vous avez dirigé le service neurologie de l'hôpital Bichat à Paris. Vous avez publié 2 livres, l'AVC, une histoire de femme, tout ce que vous devez savoir pour l'éviter, puis vaincre l'AVC. Vaincre l'AVC, c'est aux éditions du Rocher, et chez Kero, celui sur l'AVC, une histoire de femme. Et ça, on en parlera aussi. On parlera de la nécessité pour les femmes en particulier de se dépister. Et il y a des tests très simples à faire. Donc on fera un petit cours sur l'AVC, mais c'est vrai que plutôt que de parler de prévention, d'addictologie, je pense que d'expliquer les effets de la cocaïne sur le corps peut être tout aussi important. On va en parler dans un instant. Dans nos débats, à partir de 10h30, on va revenir sur le cessez-le-feu en Iran. Un cessez-le-feu, pourquoi faire? Donald Trump a obtenu la réouverture du détroit d'Ormuz, mais force est de constater qu'il était déjà ouvert il y a 5 semaines. Donc on rouvre un détroit qui était ouvert avant la guerre. Bref, vous pouvez réagir, 0826 300 300. Les prix à la pompe vont peut-être enfin baisser de 5 à 10 centimes. Et puis cette information qui est passée un petit peu sous les radars, c'est un auditeur qui me l'a signalé. Les seniors qui emploient une auxiliaire de vie à la maison paieront plus cher jusqu'à 80 ans. Avant, c'était à partir de 70 ans qu'il y avait une défiscalisation possible. Maintenant, ce sera à partir de 80 ans. Alors, Félix... Oui. Pardon, et vous, oui, dans le zapping, je vous parlerai d'un sujet du 20h de France 2 sur Jeffrey Epstein et l'organisation qu'il avait mis en place avec des médecins. Le reportage fait froid dans le dos. Glaçant. Et on parlera, alors ça c'est un vrai débat, au 0826 300 300 sur le 1er mai, qui est le seul jour obligatoirement férié et chômé. Seulement voilà, les fleuristes et les boulangers entre autres veulent pouvoir avoir des employés, et donc il va avoir peut-être un vote dans ce sens vendredi. Mais LFI, les écolos sont évidemment sont opposés. Vous pourrez donner notre avis sur le 1er mai. Doit-il rester un symbole? Alors, Félix Mathieu, c'est quoi le problème? Donc, on l'a dit, selon une nouvelle étude, la consommation de cocaïne est en expansion. On l'entend autour de nous, chez des jeunes adultes d'une trentaine d'années. C'est une chose assez courante. On nous a raconté que dans les restaurants, parfois, il est impossible d'aller aux toilettes parce que des gens vont 2 ou 3 dans les toilettes pour prendre de la cocaïne, que ça touche toute la France, tous les milieux sociaux, et que les risques ne sont pas, évidemment, que ce n'est pas sans risque pour la santé. Oui, avec notamment le risque d'AVC qui se multiplie, y compris chez les plus jeunes en cas de consommation de drogue. C'est la conclusion d'une étude faite par des chercheurs britanniques, Université de Cambridge. Les remontées de terrain des praticiens à l'hôpital, déjà laissaient supposer quand même qu'il y avait un lien entre ces accidents vasculaires cérébraux et la consommation de drogue, mais le phénomène désormais est chiffré avec une énorme étude, en fait une très vaste étude qui en a compilé 32 autres du monde entier. Ça fait un total de 100 millions de patients de cas pris en compte. Donc vous voyez, c'est assez parlant. Résultat, chez les moins de 55 ans, si on prend juste les plus jeunes, les moins de 55 ans, le risque d'AVC augmente plus 174% après avoir consommé des amphétamines, donc un risque quasiment triplé d'AVC, plus 97% après de la cocaïne, autrement dit risque d'AVC doublé après avoir pris de la cocaïne juste chez les plus jeunes. Et puis ce risque d'AVC augmente un peu toujours chez les plus jeunes après avoir consommé du cannabis, plus 14%. Alors les drogues augmentent ce risque notamment en raison de l'augmentation de la tension artérielle. Le professeur Amarenko pourra nous l'expliquer plus précisément, mais c'est l'une des raisons de l'augmentation des risques d'AVC. Oui, dans les grandes lignes évidemment, parce que évidemment je laisserai la parole à notre invité qui va tout nous expliquer en détail, mais on a potentiellement des surcharges d'adrénaline, de stress, des pics brusques de tension artérielle, des caillots de sang qui viennent obstruer les artères du cerveau, des vaisseaux sanguins. Bref, concrètement, c'est par exemple un vaisseau
qui va éclater dans la tête avec potentiellement de graves séquelles en cas de survie. Alors c'est vrai que autant pour l'alcool, on parle souvent des risques à long terme. Là, on parle vraiment de risques dans l'immédiat, dans les instants ou bien dans les heures qui suivent la consommation de drogue. Alors, professeur Amarenko, c'est intéressant de vous avoir ce matin. Peut-être le constat, que vous avez pu faire sur ce phénomène de l'augmentation de la consommation de cocaïne et en particulier, c'est peut-être pas le centre de votre clientèle, mais quand vous étiez à Bichat, quand vous voyez arriver des jeunes, c'était souvent lié à l'usage de stupéfiants. Certainement. Depuis 40 ans que je vois des patients avec AVC en urgence, les sujets jeunes de moins de 60 ans, on leur dose toujours, depuis 40 ans, les substances toxiques dans les urines, comme la cocaïne, le cannabis et d'autres substances. Car on sait que ça le multiplie par 3 le risque d'AVC depuis très longtemps. La compilation que l'on vient de citer ne fait que confirmer ce que l'on savait depuis des années. Mais c'est un phénomène que vous estimez en augmentation ? Ah, certainement, oui, le phénomène est en augmentation. Vous savez bien que la consommation de cannabis, de cocaïne, de crack et d'autres substances toxiques augmente dans la population. C'est évidemment dramatique pour le risque d'AVC. Vous mettez le cannabis aussi dans les substances à risque pour l'AVC chez les jeunes ? Certainement, oui. C'est-à-dire que quand vous avez un patient qui arrive en urgence pour un AVC, quand je dis un jeune, c'est-à-dire moins de 35 ans, en général, c'est qu'ils sont positifs à une substance qui peut être le cannabis. Qui peut être le cannabis, et des consommations fortes de cannabis peuvent en effet augmenter considérablement le risque d'AVC, aussi par les mêmes mécanismes, c'est-à-dire hypertension artérielle, vasospasme des artères cérébrales. Ouais. Il y a des personnalités plus à risque ou ça peut toucher tout le monde ? Ça peut toucher tout le monde, c'est que ça touche tous les milieux sociaux, bien entendu. Oui, mais physiologiquement aussi. C'est-à-dire que c'est pas réservé à des gens qui auraient déjà des problèmes qui seraient plus fragiles que d'autres. Il est sûr que quand vous multipliez les facteurs de risque, c'est-à-dire que vous avez déjà une hypertension artérielle, un diabète ou une hypercholestérolémie, ça ne fait que augmenter le risque. C'est un risque supplémentaire qui s'ajoute à d'autres. Là, on vient de citer des facteurs de risque classiques, mais il y a aussi l'apnée du sommeil, qui est un facteur qui est en vogue parce qu'il était jusque-là sous-estimé et qui devient un facteur majeur d'AVC. Comme le surpoids, comme la mauvaise alimentation, comme le stress psychosocial sévère. Tous ces facteurs de risque-là doivent aussi être pris en compte. Oui, Gilles. On lit souvent dans la presse, récemment d'ailleurs, sur une personnalité, il a fait des petits AVC ou c'est un petit AVC. Ça existe, un petit AVC? Et est-ce que médicalement, alors la presse fait ses titres là-dessus, mais est-ce que, on avait dit ça pour Chirac, vous vous souvenez qu'il avait eu un petit AVC? Ça existe, un petit AVC? Disons que ça dépend de comment on entend petit AVC. Si c'est petit par l'étendue, ça existe. Il y a des AVC qui sont très peu étendus et qui sont donc des petits AVC, mais qui ont la même signification qu'un gros AVC. C'est-à-dire que la personne finalement a plus ou moins de chances d'avoir un handicap important ou pas. Si vous prenez l'exemple de Jacques Chirac, c'était quand même une hémorragie occipitale, donc c'était vraiment quelque chose de très sévère en termes de pronostic, et on l'a vu dans les suites puisqu'il a développé ultérieurement des troubles cognitifs et voilà, donc tout le monde a bien vu l'évolution des choses, mais il y a eu un hiatus entre le moment où il a eu son entre guillemets petit AVC et la suite. Alors après, le petit AVC, il témoigne, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il témoigne de facteurs qui sont là depuis des années, hypertension artérielle, alcool,
quand il s'agit d'hémorragie, alcool, tabac et bien d'autres facteurs de risque que j'ai cités tout à l'heure. Donc voilà, il y a ça qui s'est accumulé et à un moment donné, un AVC s'est produit. Mais ces facteurs persistent, il faut les contrôler ensuite et les contrôler drastiquement pour essayer de diminuer le risque. Ce qu'on arrive à faire, on peut diminuer de 80% le risque de récidive d'un AVC. C'est-à-dire comment, avec alors une hygiène de vie, vous l'avez dit, et puis des médicaments, ne pas avoir peur de faire baisser la tension ou hypercholestérolémie. Hypercholestérolémie. Oui. Oui, absolument. Prendre en charge les facteurs de risque d'AVC, tout confondu, c'est-à-dire l'hypertension qui est le facteur majeur, mais aussi le cholestérol qui quand même contribue pour 25% du risque. L'obésité qui contribue pour 32% du risque, l'arythmie cardiaque qui contribue pour un risque majeur d'AVC puisque c'est la cause la plus importante d'AVC au-delà de 75 ans. Le tabac, l'intoxication tabagique, l'alcoolisme quand il s'agit d'hémorragie cérébrale, car l'alcoolisme est un facteur de risque majeur pour l'hémorragie cérébrale. C'est moins un facteur de risque pour l'infarctus cérébral, c'est-à-dire les artères qui se bouchent par des caillots. Ouais. Et puis d'autres facteurs comme bien entendu on a dit l'obésité, mais aussi la sédentarité. Ouais. La sédentarité est un facteur majeur d'AVC, donc c'est pourquoi on recommande, l'OMS recommande 2h30 de sport intense ou d'activité physique en tout cas intense par semaine. Ou 5 heures d'activité modérée pour toute personne. Ce qui est très bon pour le cœur et les artères du cerveau, mais c'est aussi capital pour conserver justement son capital musculaire pour les vieux jours. Alors, on va se retrouver dans un instant avec vous, 0826 300 300. On parle de l'AVC en général, plus particulièrement, je trouvais que c'était important de signaler les effets que les gens n'ont pas toujours en tête, si je puis m'exprimer ainsi, les conséquences de la consommation de cannabis, de cocaïne et autres substances de ce type qui peuvent provoquer des AVC chez les jeunes patients. On y reviendra et puis on parlera des femmes. Première cause de mortalité chez les femmes, ce n'est pas quand vous posez la question, on vous répond le cancer du sein. Non, c'est l'AVC, les maladies cardiovasculaires et l'AVC en particulier. Et on va voir qu'il y a moyen d'évaluer ce risque avec vous, professeur Amarenko, dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio. 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. On est ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Et l'actualité, eh bien, c'est la consommation de cocaïne qui est en hausse. On en parle assez régulièrement. Différentes drogues consommées par les jeunes adultes et voire plus. Cocaïne, amphétamine, ça multiplie les risques d'AVC. Cannabis aussi, nous dit le professeur Amarenko. Professeur Amarenko, neurologue, vous avez publié l'AVC, une histoire de femme, tout ce que vous devez savoir pour l'éviter, c'est paru chez Kero, et Vaincre l'AVC, c'est paru aux éditions du Rocher. On pourra donner quelques conseils, vous en avez déjà donné quelques-uns. On parlait de l'impact de la drogue sur le cerveau, mais on parle aussi de l'AVC au sens plus large. Je disais, c'est la cause principale de décès chez les femmes. Mais Félix avait une question sur d'autres substances et leur action sur le cerveau. Parce que cette vaste compilation à l'échelle mondiale qui prouve noir sur blanc le lien entre consommation de drogue et AVC, elle ne nous parle que des drogues, j'allais dire, officiellement répertoriées comme telles. Mais dans l'actualité, on a beaucoup parlé récemment de protoxyde d'azote, une substance qui jusqu'ici passait un peu sous les radars, mais dont on parle de plus en plus. Est-ce qu'on peut supposer, ou est-ce que peut-être même vous avez déjà vérifié, un lien entre la consommation du protoxyde d'azote et les accidents vasculaires cérébraux ? Non, je n'ai jamais vu d'accident vasculaire cérébral lié à la consommation de protoxyde d'azote, qui par ailleurs affecte la substance blanche de la moelle épinière par un processus de carence en vitamine B12 très sévère qui donne ce que l'on appelle le syndrome neuroanémique et qui donne des paraplégies terribles. Notamment en région cervicale, ce qui donne des tétraplégies aux gens qui
sont heureusement souvent réversibles, mais pas toujours, et pas toujours une réversibilité d'une qualité extraordinaire. Donc c'est une pathologie vraiment extrêmement sévère, mais ça ne donne pas d'AVC. Et jusque-là, puisque je suis toujours quand même en activité à l'hôpital Bichat, je n'ai pas vu encore d'AVC lié au protoxyde d'azote. On peut dire, que la prise en charge des AVC nécessite une prise en charge rapide. Je sais que l'un de vos combats était le manque de lits et le manque de possibilités de prendre en charge des malades qui arrivent à l'hôpital. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Ah, c'est toujours le cas, oui, bien entendu. Il y a eu un grand plan ministériel qui a été fait dans les années 2010 et qui a été très favorable, puisqu'on a augmenté le nombre d'unités neurovasculaires ou d'unités d'AVC en France aux alentours de 140, ce qui est une bonne chose. Toutes ne sont pas dotées de tous les attributs que l'on souhaiterait pour une unité d'AVC, et donc il y a des combats à ce niveau-là qui se font, mais disons qu'il y a eu une amélioration quand même très importante, la plus grande amélioration ayant été le fait des SAMU et des pompiers, qui ont permis d'amener les patients le plus rapidement possible à l'hôpital, ce qui permet de réduire les temps de traitement qui sont essentiels pour la prise en charge de l'AVC aigu, puisque on peut guérir d'un AVC si l'on prend en charge les gens dans les 3 heures, au maximum 4h30. Il peut de temps en temps traiter encore au-delà de 4h30, mais ça devient confidentiel comme nombre de patients. Ce qu'il faut, c'est traiter les gens le plus vite possible pour pouvoir essayer de les guérir. Mais même quand on utilise ces thérapeutiques, eh bien, il n'y a que 50% des gens qui guérissent de l'AVC, et 50% restent quand même avec un handicap plus ou moins permanent. Vous avez parlé évidemment du diabète, du cholestérol, c'est des choses qu'on peut vérifier dans des analyses sanguines. Est-ce que ça vaut le coup d'aller faire des IRM régulièrement pour savoir si on peut avoir un AVC ou pas? Je sais qu'on est hypocondriaque, on va un peu faire un IRM pour se rassurer, ou on peut faire après un IRM un AVC 15 jours après malgré l'IRM. C'est exactement ça, ça ne sert absolument à rien. Parce que regarder un territoire vasculaire qui est bien irrigué, ça n'a aucun sens. Ça ne va pas vous dire que à un moment donné, il ne sera plus irrigué parce qu'un caillot va arriver. Donc c'est pas là le problème. En revanche, détecter les facteurs qui favorisent l'AVC, là oui, c'est important. Et s'il y avait un examen supplémentaire à la détection à faire, ça serait une échographie Doppler des artères carotides et vertébrales, c'est-à-dire des vaisseaux qui vont vers le cerveau, qui vont alimenter le cerveau, pour voir s'il existe cette maladie qu'on appelle l'athérosclérose et qui bouche lentement et de façon silencieuse les artères. Jusqu'au jour où il y a un caillot qui se forme sur ces plaques d'athérosclérose et qui peut partir dans le cerveau et aller boucher plus loin une artère. Donc c'est ça qui compte, c'est de voir la partie immergée de l'iceberg qui est les artères carotides, mais aussi le cœur, parce que le cœur peut devenir arythmique avec l'âge, et quand il y a une arythmie, eh bien il y a des caillots qui se forment dans les cavités cardiaques et qui peuvent partir dans le cerveau, caillots que l'on peut éviter par des anticoagulants qui diminuent de 90% le risque d'AVC. Oui, absolument. Félix, Mathieu avait une question. Lorsque le patient arrive dans les temps, c'est-à-dire assez rapidement après l'AVC entre vos mains, qu'est-ce que vous faites concrètement pour tenter de limiter les séquelles ? Concrètement, s'il arrive dans les temps, on va pouvoir tenter de déboucher l'artère. C'est l'urgence. Une artère est bouchée, on va essayer de la déboucher. Ça, c'est 80% des cas. C'est l'option où c'est l'accident ischémique cérébral, c'est-à-dire l'infarctus cérébral. L'autre option étant l'hémorragie cérébrale. On y viendra après. Ouais. Mais l'infarctus cérébral, on débouche l'artère. On la débouche en infusant un produit comme le Destop pour déboucher un évier, c'est pareil,
qui s'appelle le RTPA ou l'Activise, et ce médicament est censé déboucher l'artère. Alors, il ne le fait pas toujours. Oui, ça marche pas toujours. Et alors, donc là, à ce moment-là, il faut y aller de façon mécanique. Exactement, on monte un petit cathéter par une artère fémorale et par une artère fémorale, oui, on monte jusqu'au contact du caillot dans le cerveau grâce à une navigation artérielle. Et là, on peut déployer un stent. Un stent, c'est un petit grillage, si vous voulez, qui va attraper le caillot dans son grillage, et on va pouvoir ainsi retirer ce petit grillage, le mettre à l'intérieur du cathéter, et on aura ainsi retiré le caillot qui a été attrapé comme un chardon peut attraper un pull, c'est pareil. Hein. Et donc, on peut retirer le caillot à l'intérieur du cathéter, on retire le cathéter et il n'y a plus de caillot dans le cerveau. Et ça, c'est obtenu dans environ 90% des tentatives de débouchage d'artères. Alors, il faut que l'artère bouchée soit assez proximale et qu'elle soit pas trop distale, parce que trop distale, on peut pas monter des petits cathéters, mais proximale, ça marche très bien. Après, est-ce que ça va guérir le patient ? Ça le guérit dans 50% des cas. Ouais, ce que vous disiez, je voudrais juste citer le site Femmes et AVC, rappeler que c'est la première cause de mortalité chez les femmes. Et si vous tapez Femmes et AVC, j'évalue mon risque d'AVC. Alors avant d'aller faire des IRM et autres choses, vous avez un questionnaire très simple qui vous permet d'évaluer votre risque. C'est connaître ces chiffres, c'est l'essentiel, les chiffres du cholestérol, les chiffres de la tension, et ça vous dira si vous êtes à risque. Pierre Amarico. Exactement, c'est un test en 12 questions qui permet de savoir si on a un risque d'AVC. Et si on a un risque d'AVC, on reçoit sur son email un compte-rendu détaillé, question par question, vous disant comment réduire ce risque, avec une conclusion, vous indiquant s'il faut faire une échographie Doppler. Et tout ça, vous pouvez en parler avec votre médecin traitant, vous pouvez l'imprimer, parler avec votre médecin traitant. Il faut savoir qu'un Français sur 5 aura un AVC dans sa vie, et ce, dès l'âge de 25 ans. Une femme sur 4, on pourrait dire pourquoi, un peu plus chez la femme, on peut réduire ce risque de 80% si on prend des mesures simples, toutes simples, tout au long de sa vie, et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et justement, une dernière question rapide sur une idée reçue. Est-ce qu'il faut prendre un verre d'aspirine et une aspirine chaque semaine pour éviter les AVC ? C'est une idée reçue ou ça peut marcher ? C'est une idée reçue qu'on a testée scientifiquement et qui a montré qu'on augmentait le risque d'hémorragie cérébrale et que c'est pas une bonne chose de le faire en prévention primaire. Le traitement le plus efficace en prévention primaire, ça reste les statines qui diminuent le risque d'AVC de 50%. Donc ça c'est un traitement en prévention primaire qui est remarquable. Les statines font baisser le cholestérol, c'est pour préciser pour les gens qui ne se connaîtraient pas. Elles font pas que baisser le cholestérol, elles font baisser le cholestérol, ça c'est ce qu'on voit dans les prises de sang, mais elles font surtout baisser l'inflammation à l'intérieur des plaques d'athérosclérose, et l'inflammation c'est le grand pourvoyeur de caillots sur les plaques d'athérosclérose. Et les statines ont une action anti-inflammatoire, elles refroidissent les plaques d'athérosclérose, elles transforment des volcans actifs en volcans éteints, c'est-à-dire le Vésuve en volcan d'Auvergne. Et avoir des plaques d'athérosclérose froides, ça permet de réduire complètement le risque d'AVC ou d'infarctus du myocarde. Oui, et dire que, parce qu'il y a aussi des idées reçues sur les statines en disant ça donne des crampes, ça fait ci, ça fait ça. J'ai vu une étude qui expliquait que avec des placebos, on obtenait à peu près les mêmes symptômes, donc pas d'inquiétude là-dessus. Oui, c'est pas totalement faux quand même, parce qu'il y a quelques pourcents de gens qui ont des douleurs musculaires, mais la plupart, en effet, on leur donnerait un placebo, ils auraient la même chose. Non, les statines, c'est une révolution thérapeutique qui a été considérable au début des années 90 et qui donne son impact encore maintenant en montrant que l'incidence des AVC et des infarctus du myocarde depuis l'ère des statines a beaucoup diminué. Malheureusement, la mortalité augmente et comme la population mondiale augmente, le nombre d'AVC augmente. Moi, je dis aux femmes, faites attention à vous, à votre santé. On parle beaucoup encore une fois, cancer du sein, dépistage indispensable, mais l'AVC est un risque majeur aussi chez les femmes.
femmes. Et juste un mot, puisqu'on est parti de la cocaïne. Si on consomme de la cocaïne de temps en temps, le risque est le même ? Non, le risque est bien entendu plus faible. C'est tout à fait une histoire évidemment de dosage et de fréquence. De dosage et de fréquence et d'être raisonnable dans la consommation. Cela dit, je ne dis pas qu'il faut consommer du cannabis, non. Car de toute façon c'est mauvais pour les enfants, pour la cognition, que les enfants, les ados à l'école, c'est une catastrophe. Bon, donc il faut éviter évidemment la consommation de cannabis. Pour revenir aux femmes, il y a trois périodes pour les femmes, c'est la prescription de la pilule, la grossesse, la ménopause. Ces trois périodes sont l'opportunité de détecter l'hypertension, l'hypercholestérolémie, le diabète, et de faire le point sur les facteurs de risque vasculaire. La ménopause en particulier, c'est là où les femmes vont rattraper le risque des hommes pour ce qui est de l'athérosclérose et des complications de l'athérosclérose, infarctus du myocarde, infarctus cérébral. Et bien, à ce moment-là, c'est l'occasion de faire un point et de surtout pas prendre de poids lors de la ménopause. On a maintenant tout un tas de possibilités d'accompagnement qui sont importants et que l'on peut mettre en place pour ces femmes. Merci infiniment, professeur Amarenko. C'était passionnant, intéressant et indispensable de vous entendre ce matin. Merci à vous. Nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité.